Les tensions au Moyen-Orient, les mouvements, les jeux d'alliance n'ont jamais été aussi intenses dans cette région du monde et plus largement sur le globe. Et elles s'inscrivent dans un phénomène plus global d'affirmation, de réaffirmation des peuples et des blocs civilisationnels décrit par Samuel Huntington dans le choc des civilisations. Ces civilisations sont en train de ressurgir avec fracas à l'heure où le monde se désoccidentalise. Maintenant que leur croissance démographique est accomplie, que leur développement industriel est advenu, que leur confort de vie, le confort de vie à l'occidental s'est généralisé sous toutes les latitudes. Les peuples du monde se choisissent un nouvel avenir. Elles se désoccidentalisent, vous dites Max Erwan Gastineau, et vous êtes l'auteur de l'ère de l'affirmation aux éditions du Cerf. Bonjour Max Erwan Gastineau. Bonjour. Alors vous êtes politologue et auteur notamment d'un autre livre, Le Nouveau Procès de l'Est, toujours aux éditions du Cerf. Diplômé en histoire et en relations internationales, vous avez travaillé aux Nations Unies et à l'Assemblée nationale et vous êtes spécialisé dans l'histoire des idées et de la philosophie politique. Et on pourra revenir sur votre parcours parce qu'il est intéressant, même si vous êtes jeune, mais c'est parfait. Alors déjà, qu'est-ce que cette désoccidentalisation du monde que vous appelez même de vos voeux ? Oui. Alors en effet, vous dites que c'est une bonne nouvelle, pardon, plutôt. Oui, ça peut être une bonne nouvelle, en effet. Je crois que c'est important de définir ce terme parce qu'on l'emploie beaucoup et on met différentes définitions derrière, et ce qui rend des fois un petit peu la compréhension des choses difficile. La désoccidentalisation du monde, ça signifie la montée en puissance de pôles de résistance à l'influence intellectuelle, morale, culturelle et politique de l'Occident, et on le voit dernièrement sur la scène géopolitique, c'est un petit peu la nouveauté, avec un monde non occidental, si on englobe l'Amérique latine dans ce monde non occidental, qui refuse de suivre l'Occident, par exemple, dans ses sanctions contre la Russie. Et cette montée en puissance, elle a une trentaine d'années, alors certains la font remonter à la décolonisation, c'est la première fois peut-être dans l'histoire que les peuples non occidentaux s'affirmaient contre les puissances occidentales qui ont dominé le monde pendant 400 ans. Mais je dirais que depuis la chute du mur, il y a une forme d'accélération que l'on n'a pas vu voir puisque nous pensions, et avec à partir de phénomènes tout à fait objectifs, que le monde allait se convertir aux normes occidentales. Je donne un certain nombre d'exemples. La Chine en 2004 adopte dans sa constitution une réforme qui valide le droit à la propriété. Donc on pouvait se dire même la Chine continue de s'occidentaliser. Mais en fait, parallèlement, vous avez un certain nombre d'éléments sur le terrain culturel, sur le terrain politique, qui ont montré que les peuples non occidentaux aspiraient à se démarquer, voire à affronter l'Occident sur son propre terrain. Il y en a certainement deux que l'on peut souligner, et je m'arrête là pour commencer. Le terrain de l'innovation, vous en parlez un petit peu, nous ne sommes plus seuls à exceller dans l'innovation industrielle et technologique. Et puis aussi, ça c'est peut-être un peu plus nouveau, même si au début des années 90, des pays comme la Chine et Singapour s'affirment sur ce terrain, le terrain des valeurs. Nous avions une sorte de monopole, le monopole de la morale, du bien, du mal. Et bien, désormais, d'autres États nous disent il y a d'autres façons peut-être de bâtir une prospérité et la sécurité de nos sociétés. Oui, un monopole des valeurs qui est durement contesté. Alors, pour revenir sur... alors, on a parlé donc désoccidentalisation, mais donc au départ, il y a une occidentalisation qui vient de la puissance européenne et américaine. Et vous la décrivez, parce que votre livre se base en fait sur le réel, le réel des civilisations, le réel des nations, comment elles puisent dans leur fort intérieur pour partir parfois à la conquête ou à la reconquête de leur civilisation. Vous parlez de la puissance occidentale qui s'est opérée au début de notre ère, justement, parce qu'en fait on compte à partir de notre ère finalement, et au travers de trois facteurs, et donc trois facteurs qui partent du réel: facteur climatique, facteur spirituel et un facteur politique et social. Est-ce que vous pouvez les rappeler, parce que c'est intéressant et c'est ça qui définit la spécificité occidentale justement? Ouais. Pour s'affirmer sur la scène géopolitique, il faut savoir qui l'on est, quel territoire on représente, quelle histoire on porte. Et je pense que l'un des problèmes de l'Europe, si l'Europe est un petit peu l'homme malade du nouveau monde, comme je le dis, c'est parce que nous n'avons pas véritablement de conscience temporelle et spatiale forte. L'Europe s'est construite sur le dépassement des frontières, etc. Donc c'est important, si l'Europe veut exister sur la scène internationale, qu'elle se reconnecte à sa longue durée civilisationnelle, comme disait Fernand Braudel. Donc du coup, j'essaye de revenir sur les raisons qui ont fait notre force dans l'histoire. Il y a tout un ensemble de livres qui sortent en ce moment sur justement cette désoccidentalisation, et à chaque fois on part de la Renaissance pour dire voilà, c'est là où l'Europe a conquis le monde, jusqu'à la révolution industrielle qui a préfacé la colonisation. Oui, mais si nous avons excellé dans l'innovation technologique à partir de la Renaissance et que nos États se sont affirmés jusqu'à se lancer à la conquête du monde, c'est parce que déjà avant nous étions affirmés en quelque sorte. Alors qu'est-ce qui fait que l'Europe
à la Renaissance et va décoller. Et là, il y a un consensus des historiens pour dire que à partir du XVIe, XVIIe siècle, l'Europe décolle, les autres stagnent pour aller très vite, et donc débute une ère de domination de l'Europe qui va durer à peu près 400 ans. Donc il y a 3 facteurs, en effet, si on revient historiquement, qui peuvent expliquer pourquoi l'Europe a dominé le monde. Donc je dis qu'il y a un facteur tout simplement climatique, nous sommes le produit aussi d'une géographie, donc un climat plutôt tempéré, des pluies régulières qui ont permis à l'agriculture de se développer plus facilement et donc de permettre aux Européens tout simplement d'assurer un niveau de vie, disons, plus confortable que dans des zones désertiques où il fallait se déplacer pour trouver de quoi nourrir les chevaux, etc. Les fameux climats tempérés qui tempèrent parfois les températures extrêmes, etc., les conditions extrêmes. Oui, d'ailleurs ça nous renvoie aussi un petit peu à l'analyse de Montesquieu, que je reprends aussi un petit peu à mon compte, qui dit que les mœurs préfacent les régimes et le climat a une influence aussi sur les mœurs. C'est important de rappeler nos déterminations, parce que nous avons tendance à nous penser comme étant le continent de l'émancipation, mais si nous sommes le continent de l'émancipation, c'est peut-être aussi que nous sommes le produit d'une histoire singulière qui nous a porté à devenir ce continent. Donc il y a le facteur climatique qui a joué dans notre développement, mais comme le rappelle David Landes, le professeur émérite de Harvard, qui a publié un livre de 800 pages sur lequel je me base pour ce chapitre dédié à la longue histoire européenne, les conditions climatiques évidemment ne suffisent pas. On aurait très bien pu rester un continent subalterne. Or, nous nous sommes développés, et là il y a 2 facteurs qui sont absolument décisifs. Évidemment le facteur spirituel, comme vous le rappeliez, le christianisme, qui nous a donné, là aussi pour aller très vite, la propriété privée, le goût de l'innovation, le goût du travail. Comme le rappelle David Landes, il y avait dès l'époque médiévale une joie de trouver toute européenne, et il donne tout un ensemble d'exemples jusque dans le personnel ecclésiastique, jusque dans le clergé. Les moines participaient de l'essor et de la diffusion d'un certain nombre de technologies, l'écrit notamment, mais pas que. L'Europe a inventé tout un ensemble d'innovations qui ont joué dans son développement, à tel point qu'on parle d'une première révolution industrielle aux alentours de 1200. Et le dernier facteur, j'y reviens très vite, c'est le facteur politique. L'Europe s'est divisée en cités, en royaumes, en États, créant une émulation, une concurrence qui, in fine, a rejailli sur son développement. On dit souvent que l'union fait la force. Or, si l'on regarde la longue histoire européenne, c'est plutôt la division qui a fait la force de l'Europe, c'est la division en nations qui, encore une fois, a créé une émulation collective que l'on ne retrouvait pas dans d'autres ensembles civilisationnels qui étaient plutôt dominés par des empires. Alors, je rappelle que pour cet entretien, nous sommes accompagnés de Jérôme Bénard. Vous êtes journaliste pour Omerta Média. Bonjour à tous. Oui, moi j'avais une question. Est-ce que le barycentre de l'Occident ne s'est pas déplacé de l'Europe vers les États-Unis? Et est-ce que ça n'explique pas aussi en partie l'évolution contemporaine? Oui, en effet, c'est-à-dire que les conditions qui ont fait la puissance de l'Europe sont les conditions qui ont fait in fine tout de même la puissance des États-Unis. Donc là, quand on parle de domination occidentale qui a duré 400 ans, on intègre évidemment le XXe siècle, qui est le XXe siècle de l'affirmation des États-Unis. Donc nous avons des valeurs communes avec les Américains, ce qui fait que, évidemment, il va de soi en quelque sorte que nous puissions former une sorte de bloc qui se matérialise à travers l'OTAN sur la scène géopolitique. Maintenant, je pense que pour des conditions là aussi historiques et géographiques, l'Europe se distingue tout de même des États-Unis, et il me semble important de le rappeler, dans une ère désoccidentalisée, post-américaine, comme disait le grand éditorialiste américain Zakaria en 2008. Dans ce nouveau monde, l'Europe a vocation à affirmer son propre pôle et donc à redécouvrir ce qui la distingue des États-Unis malgré tout, malgré cette histoire commune évidente. Or, on voit que sur les conflits aux portes de l'Europe, on a du mal à distinguer la position qui pourrait être singulière de l'Europe avec celle des États-Unis. Oui, c'est-à-dire que nous nous sommes accoutumés depuis la guerre froide à former avec les États-Unis un bloc solidaire qui est d'autant plus solidaire, comme je l'explique dans mon livre, que nous sommes de plus en plus transcendés par des nouvelles valeurs communes. Il y a une forme d'américanisation de l'Europe pour aller très vite. Et plus nous avons des valeurs communes avec un État, plus, je dirais, la solidarité se fait naturellement. Et nous avons grandi avec la guerre froide, avec l'idée que nous représentions le monde libre face au monde des autoritaires, comme on dit aujourd'hui, face au totalitarisme. Et nous continuons
de vivre avec cette matrice un petit peu binaire. On l'a vu dès le début du conflit ukrainien où on rappelait ce vocabulaire désuet issu de la guerre froide, où il y avait d'un côté le bloc des démocraties, le monde libre, face à l'axe des autoritaires, quand par exemple Poutine se rendait à Téhéran. Donc il y a certes des régimes autoritaires qui veulent remettre en cause la domination de l'Occident, mais si l'on pense que le monde se divise en deux, alors on ne comprend pas dans quel monde l'on vit, et ça je crois que c'est un grand danger pour les Européens. Alors, de nombreuses nations du monde ont condamné l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, mais pour autant ont gardé leurs relations commerciales, économiques, n'ont pas appliqué donc de sanctions contre la Russie. Alors, comment expliquer ça pour nos esprits très occidentalisés, du coup, nos esprits occidentaux? Comment expliquer que des pays dans le monde en fait, voient dans la Russie aussi un espoir de contrebalancer une hégémonie? Ouais. Alors je dirais que il y a un grand principe, je cite notamment dans mon livre cet échange entre André Malraux et des étudiants juste après mai 68, et André Malraux dit on a cru que le XXe siècle serait le siècle des empires, or c'est le siècle de la nation. Pourquoi ? Parce qu'en effet, le monde non occidental s'est émancipé de la tutelle impériale et a construit des États-nations sur le modèle européen, mais donc du fait, le monde s'est parcelé de nations. Ces nations, on l'a rappelé en introduction, donc ont conquis leur essor politique à travers la décolonisation, leur essor aussi avec la mondialisation économique, ça c'est très important, la mondialisation a permis aux pays du Sud de se développer, et donc du coup aujourd'hui, elles ont les moyens technologiques, les moyens politiques d'affirmer leurs différences, et donc sur la scène géopolitique, elles se comportent en bonne nation, c'est-à-dire qu'elles essayent de voir là où sont leurs intérêts par-delà leurs divergences de valeurs. Donc vous avez l'Inde et la Chine, on connaît leur rivalité historique, mais elles peuvent aussi se retrouver comme dans l'organisation de Shanghai qui a été créée en 2001. Vous avez une démocratie comme le Brésil qui ne va pas faire bloc avec les démocraties occidentales, qui va se rapprocher de la Chine pour dédollariser le commerce international. Même les Américains d'ailleurs, j'ai l'impression, ont une certaine facilité à s'adapter à cette nouvelle époque. Ils se rapprochent du parti communiste vietnamien pour contenir l'influence chinoise. Il y a que les Européens, au fond, qui restent dans l'idée qu'il y aurait d'un côté, peut-être, les gentils démocrates face aux méchants et cyniques État du Sud. En fait, ce qui s'est passé par rapport je réponds à votre question sur la Russie, vous avez d'un côté une condamnation de l'invasion parce qu'ils défendent la nation et donc le principe de souveraineté nationale, ils se réfèrent beaucoup à la charte des Nations Unies, et puis d'un autre côté, lorsqu'il s'agit de voter des sanctions, ils disent attendez, là, vous allez remettre en cause nos intérêts commerciaux, nos intérêts nationaux, et donc là, on ne vous suit pas. Donc ils ont une vision très souple des relations internationales parce que prédomine dans leur conscience l'intérêt national. On entend souvent donc ce concept de dédollarisation, l'idée de décorréler l'économie, le prix de l'énergie au dollar. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce concept et comment il est le carburant pour le coup de cette désoccidentalisation ? Alors, on a parlé dans les années 90 d'unilatéralisme parce que les États-Unis étaient l'hyperpuissance, pour reprendre la terminologie d'Hubert Védrine, et donc il y a eu la tentation pour les Américains vraiment de se comporter en gendarme du monde, et le dollar a été évidemment une monnaie qui accentuait cette prédominance. Avec les attentats du 11 septembre, un ensemble de lois ont été votées, notamment des lois qui ont rendu possible l'extraterritorialité du droit américain, et si bien que dès lors que vous commercez en dollars, vous pouvez potentiellement vous retrouver à être victime de sanctions de la part de justice américaine. Et ça, je donne cet exemple parce qu'il nous parle à nous autres Français, mais il parle à l'ensemble du monde, et donc très vite, en plus de la tendance naturelle à vouloir s'affranchir d'une tutelle qui peut être des fois oppressante, il y avait l'idée de se prémunir contre un empire américain en déclin et qui allait donc peut-être passer davantage à l'offensive, notamment grâce à cet outil de puissance qu'est le dollar. Donc c'est très simple. Aujourd'hui, vous avez des États comme la Chine qui peuvent regarder yeux dans les yeux les Américains et qui donc proposent une alternative qui permet aux nations qui suivent les Chinois sur cette volonté de dédollariser le commerce international en utilisant par exemple le yuan, de s'arroger davantage de marge de manœuvre par rapport, encore une fois, à une prédominance américaine qui s'est affirmée ces dernières années. Donc, toujours cette logique d'intérêt national derrière la volonté, en l'occurrence, de limiter l'influence du dollar et derrière du diktat américain. Mais comment expliquer que nos élites européennes, enfin du moins celles qui siègent à Bruxelles, ne perçoivent absolument pas, et ça se voit dans leur absence de production intellectuelle, que le monde est en train de changer et qu'elles restent persuadées d'une stabilité fondée autour du libre-échange sous tutelle américaine ? Déjà, je pense que...
on a mal analysé les années 90 où on voyait déjà des signes avant-coureurs d'une affirmation, d'une autonomie politique et culturelle d'un certain nombre d'États. Ensuite, l'Europe s'est convaincue elle-même qu'elle représentait un modèle. Elle a reconstruit une forme d'exceptionnalité, un nouvel exceptionnalisme qui reposait sur les normes, sur la coopération, sur le multilatéralisme, et donc sur l'absence de rapport de force, et sur l'idée qu'il fallait dépasser les intérêts nationaux. Et comme globalement dans les classements internationaux nous restions quand même quelque peu dominants, même si certains classements nous mettent des fois en dessous d'un certain nombre de pays du Sud, eh bien nous avions cru que ce modèle en était un et que nous pouvions continuer de représenter une forme d'avant-garde, d'avenir pour une humanité qui restait peut-être encore trop recroquevillée dans ces nations. Or, nous sommes pris à contre-courant, et c'est là où nous voyons une Europe perdue. Et comme l'Europe est perdue, parce qu'elle voit que finalement c'est les rapports de force qui prédominent, c'est les intérêts nationaux qui reviennent sur le devant de la scène, c'est la souveraineté qui prime, eh bien elle se raccroche à sa tutelle américaine, elle se raccroche à un vocabulaire de la guerre froide, faute, encore une fois, d'avoir compris que ce qu'elle voulait dépasser depuis 30 ans était en fait tout un ensemble d'éléments, la souveraineté, l'intérêt national, les rapports de force, qui constituent notre présent et en fait l'éternité des relations internationales. Alors comment expliquer que depuis une quarantaine d'années, enfin depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale peut-être, les pays occidentaux ont remis en question, après les décolonisations, ont remis en question peut-être leur supériorité, se sont beaucoup tournés vers des idéologies tiers-mondistes, antiracistes, mais sans pourtant aller comprendre vraiment les volontés des peuples, et donc en appliquant chez eux un tiers-mondisme, n'ont pas été capables de se détacher d'un ethnocentrisme qui les laissait dans un carcan mental autour de la démocratie, des droits individuels, qui ne sont pas forcément les valeurs les plus présentes dans certaines régions du monde. Et comment ça se fait que ces pays occidentaux ont eu cette schizophrénie ? C'est important la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en effet, ça a joué ça a engendré une crise de la conscience européenne. Et la volonté, au nom du plus jamais ça, bien compréhensible après la catastrophe nazie, de ne plus rendre possible les conditions qui ont mené à ce sombre épisode. Et donc, c'est affirmer la volonté de dépasser la nation à travers le projet européen, et puis un nouveau rapport à la citoyenneté, une nouvelle manière de construire la relation qui lie le citoyen à son État. La nation, c'était un peuple, un territoire, une histoire, une identité nationale, et il y a eu l'idée, la volonté, parallèlement aussi à une croissance de l'immigration extra-européenne, et donc à une division intérieure toujours plus importante sur le plan culturel, de faire en sorte que la citoyenneté ne soit plus assise sur une identité nationale historique, mais sur une définition plus juridique de la citoyenneté. Et là, c'est là où je parle beaucoup de l'importance de Jürgen Habermas, qui est un petit peu le père en fait de la Constitution européenne, puisque avec son patriotisme constitutionnel, il dit au fond, nous allons sortir du vieux nationalisme qui consiste à exalter nos racines nationales, spirituelles et culturelles, et nous allons passer à une société basée sur des individus reliés par des droits que les constitutions consacrent. Et cette vision très juridiste des choses, elle représente en effet une particularité à l'échelle du monde, mais je crois que c'est une particularité qui nous dessert aujourd'hui, puisque dans les conflits qui s'annoncent et qui aujourd'hui s'affirment notamment sur le théâtre ukrainien, nous voyons plutôt des États qui affirment leur identité civilisationnelle, ce qui leur donne à la fois le temps long et du coup une vision d'avenir beaucoup plus précise qu'à nous autres Européens, où au fond nous ne savons plus trop si nous devons rester dans ce modèle européen très juridiste ou si nous devons retrouver la filiation perdue avec nos vieux États-nations. Parce que l'identité, le sentiment identitaire autorisé en France en tout cas, c'est un peu le discours, on entend parfois Raphaël Enthoven dire que justement l'identité française, l'identité républicaine de la France, c'est justement de ne pas en avoir. Est-ce que là-dessus on est complètement, on est dindon de la farce de ce
retour des affirmations, justement. Alors ce que vous dites sur Raphaël Enthoven... Alors c'est une question très vaste, mais rapidement. Parce oui, ça m'évoque deux choses. C'était très intéressant au moment de la Coupe du Monde au Qatar. Vous savez, il y avait eu un débat sur est-ce qu'il fallait porter le brassard LGBT, et le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, avait dit nous sommes au Qatar, nous allons peut-être un petit peu nous adapter aux coutumes locales, et donc nous n'allons pas le porter. Et Raphaël Enthoven avait répondu en disant il n'y a pas que des identités nationales, il n'y a pas que des cultures nationales, il y a aussi des individus. Et c'est une vision très occidentale, c'est pas du tout une vision universaliste, c'est une vision typiquement occidentale, je dirais même occidentouillarde du monde, puisque l'idée sur laquelle nous serions, avant d'être le produit d'une culture et d'une histoire, nous serions des individus, c'est typiquement occidental. Ensuite, je sais très bien que Raphaël Enthoven défend le modèle républicain, et lorsqu'il parle de l'universalisme, il s'inscrit dans une tradition républicaine française, sauf que la République ne s'est jamais contentée d'affirmer simplement des valeurs, elle a assumé toute l'histoire de France afin de transmettre aux petits Français un sentiment national qui nous fait parfois défaut. Oui, il a commencé à construire des statues de Vercingétorix, de Jeanne d'Arc, etc. Restez avec nous, Max Erwan Gastineau et Jérôme Bénard. On revient dans un instant sur cette ère de l'affirmation, votre livre qui paraît aux éditions du Cerf, mais il est 9h et c'est le moment de faire un point par l'actualité avec Liselotte Dutreuil. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et nous sommes avec Max Erwan Gastineau, qui est l'auteur de l'ère de l'affirmation aux éditions du Cerf. Et pour cet entretien, nous sommes avec Jérôme Bénard, journaliste pour Omerta Média, pardon. Alors, nous parlions justement de cet Occident, et notamment en France, d'une certaine idéologie qui affirme notre identité en disant justement qu'elle n'en a pas et qu'elle est du coup un creuset, un melting pot, un mélange, pour reprendre un terme français. Est-ce que justement c'est pas le comble de l'arrogance occidentale, c'est justement d'affirmer, de croire qu'elle n'est qu'esprit, elle n'est qu'idée, et qu'elle n'a pas besoin de s'ancrer dans des réalités charnelles, terrestres, concrètes? Alors, tout à fait. Du fait de notre domination économique et politique qui s'est notamment matérialisée avec la colonisation, nous avons cru, mais ça remonte évidemment bien en amont, que nous étions titulaires d'un modèle appelé à épouser les contours du monde. Au XIXe siècle, lorsque l'on se lance dans la colonisation, il y a un point de vue dominant dans la sociologie qu'on appelle évolutionniste, l'idée sur laquelle, au fond, tous les peuples seraient embarqués dans une évolution qui part de la barbarie, du stade de la sauvagerie, puis la barbarie, puis ensuite le stade de la civilisation. L'Europe a atteint cet ultime stade, et donc son devoir est d'aider les races inférieures, pour prendre le terme de Jules Ferry, à atteindre le stade de la civilisation. Et au fond, je crois que même si nous sommes sortis évidemment de cette idée coloniale, nous restons un petit peu habités par l'idée que nous représentons une forme d'avant-garde, titulaire de valeurs universelles. Alors il ne s'agit plus de civiliser le barbare, il s'agit de libéraliser l'autoritaire, il s'agit d'ouvrir le replié, le fermer, mais on garde un petit peu cette arrogance, et en effet, du coup, ça nous dessert sur la scène internationale, parce que dès lors qu'en plus nos sociétés sont en crise, dès lors que d'autres pays non occidentaux, eux, au contraire, sont dans une phase ascendante, un certain nombre de pays, notamment en Afrique, nous disent « mais regardez-vous avant de nous donner des leçons ». Oui, mais est-ce que le problème n'est pas également que nous n'apparaissons plus que comme la péninsule orientale de la puissance américaine, notamment du fait de nos alliances militaires. Rentrer dans le commandement intégré de l'OTAN, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, au moment où une multipolarité s'installe dans le monde, n'était-elle pas une cécité ? Même si on comprend que cela peut présenter à court ou moyen terme des avantages pour un pays qui investissait à l'époque de moins en moins dans sa défense nationale. Ouais. En effet, l'Europe se neutralise, se dépersonnalise, parce qu'on n'arrive plus au fond sur la scène géopolitique à la distinguer des États-Unis. Et elle aspire quelque part à ne pas être distinguée. Brzezinski, dans son grand livre, Le Grand Échiquier, parle de l'Europe comme étant un protectorat américain. Donc je crois que les termes sont assez clairs. En fait, dès le début des années 2000, la France, Dominique de Villepin, Jacques Chirac, comprend qu'on entre déjà dans une ère désoccidentalisée. Et donc, quand elle dit non
à la guerre en Irak aux Nations Unies, ce n'est pas simplement parce que l'intervention américaine en Irak repose sur un mensonge, c'est aussi parce qu'elle a compris que cette intervention n'allait pas être comprise par un monde non occidental qui s'affirmait. Donc nous étions en avance, et en rentrant dans le commandement intégré de l'OTAN, en européanisant toujours plus aussi notre politique étrangère, nous avons eu tendance à nous aligner. Et je crois qu'il y a un paradoxe chez Emmanuel Macron qui, quelque part, reprend un petit peu cette fibre gaullienne lorsqu'il revient de Chine et qui dit que les Européens n'ont pas vocation à suivre l'agenda géostratégique américain. Ça me semble être du bon sens gaullien en quelque sorte, mais d'un autre côté, il défend la fin du principe d'unanimité sur les politiques étrangères au sein du Conseil européen et l'instauration du principe de majorité, c'est-à-dire que les 27 se réuniraient et voteraient à la majorité pour un certain nombre d'initiatives en termes de politique étrangère. C'est l'assurance pour la France d'être systématiquement minoritaire et pour l'Europe d'être systématiquement alignée sur les positions américaines, puisque la plupart des pays européens n'ont absolument pas la vision indépendantiste que nous continuons malgré tout de cultiver. Allez-y, Jérôme Bénard, bien sûr. Non. Alors, Max Erwan Gastino, est-ce que on parle donc de l'Occident qui est moralisateur, qui ne se rend parfois même pas compte qu'il l'est dans sa façon de prêcher la bonne morale et l'évangile démocratique à travers le monde. Mais alors, avec cette guerre en Ukraine face à la Russie, on a eu une exacerbation d'appellation, et notamment on a des dirigeants européens connus pour être du centre mou, assez pro-américain, réaffirmer l'Occident en faisant un grand écart entre cet Occident et des valeurs de l'Occident, et un grand écart entre les Polonais qui sont plutôt une population conservatrice, même si là le PiS a été chassé du pouvoir. Et un grand écart donc de ces Polonais, de ces Hongrois, de ces Ukrainiens même, jusqu'aux universités américaines où le wokisme est très largement diffusé et présent. Quel est ce nouvel Occident qu'on essaie de vendre face à la Russie dans le cas de l'Ukraine? Est-ce que c'est une arnaque? Et du coup, quel est l'Occident, vous, que vous décrivez, en tout cas, quel est-il réellement dans son... Quel serait-il, on va dire, civilisationnellement? Du fait de l'intervention russe en Ukraine, nous avons été, comme je le disais tout à l'heure, renvoyés à une époque où la principale menace se situait du côté de Moscou. Et là, il y avait une alliance occidentale incarnée par l'OTAN, toute trouvée, qui nous permettait tout simplement... je dirais, de nous situer dans le giron des Américains, mais ça se comprend aussi parce que si les Américains n'avaient pas aidé financièrement l'Ukraine dès le début, sans doute les Européens auraient-ils laissé tomber l'Ukraine. Et c'est là où, lorsque j'entends un certain nombre d'Européens, de Français dire que la guerre en Ukraine a montré que nous n'avions pas le choix, nous autres Européens, nous devions défendre nos valeurs occidentales. Mais oui, mais si les États-Unis n'avaient pas aidé l'Ukraine, nous n'aurions même pas pu les défendre. Donc il faut se rendre compte. Et puis il y a un consensus au sein, notamment, enfin un consensus. En tout cas, j'ai rencontré un grand nombre de diplomates pour écrire ce livre, qui sont tous d'accord sur le fait que si par exemple Donald Trump avait été au pouvoir, ou si Donald Trump revenait au pouvoir en 2024, le soutien à l'Ukraine, là aussi, diminuerait, voire cesserait d'être. Donc il faut que les Européens comprennent que les Américains, en fait, lorsqu'ils brandissent le terme occidental, ça permet un petit peu de rallier à leur cause l'ensemble de leurs alliés, et notamment les alliés européens, mais nous, ça peut nous endormir en laissant croire que nous formons une alliance solide. Or, je crois que, comme je le rappelle, avec notamment sans doute le retour de Donald Trump en 2024, les Européens auront besoin de pouvoir agir seuls pour défendre l'Ukraine éventuellement, ou pour agir sur d'autres terrains. Donc, d'où l'importance de sortir de ce terme Occident. Gérard Haraud, dans ses mémoires, explique qu'au début des années 80, il était interdit dans l'appareil diplomatique français d'utiliser l'adjectif occidental, car ça a effacé la singularité française au profit du duo anglo-américain. Voilà, le terme est de retour, mais peut-être que nous devrions prendre un petit peu notre distance avec lui. Nous sommes occidental, ça va de soi, mais nous sommes avant tout, comme je le disais tout à l'heure, le produit d'une histoire très européenne, et une histoire européenne qui s'ancre dans ces nations. Et donc l'avenir de l'Occident, du premier Occident, de l'Europe, doit à mon avis passer par une réaffirmation de ces nations. L'Europe doit continuer quelque part son projet de coopération, mais en laissant davantage de marge de manœuvre aux États-nations, notamment sur la scène géopolitique, puisque, comme je le rappelais juste avant, la France a vraiment une vision spécifique à faire valoir. Et lorsque la France est en phase avec elle-même, qu'elle s'affirme, elle embarque dans son giron un certain nombre d'États, comme en 2003, où l'Allemagne nous avait suivis.
Et alors, en termes de déconnexion de l'Occident avec les réalités du monde, vous avez été à Chengdu, je crois que c'est ça, c'est une moyenne ville chinoise de 12 millions d'habitants, où il y a peu d'Européens, je pense même très peu. Et là, vous entrez, vous découvrez, ou vous redécouvrez, ou en tout cas vous constatez voilà, comment marche une société qui est à 20 000 lieues de ce qu'on connaît en Europe, mais qui a son fonctionnement interne, qui nous, ça nous ferait hurler en raison du principe de non-discrimination, mais qui vous fait une fiche parce que vous êtes un nouvel habitant du quartier et que tout le monde doit savoir quel nouvel arrivant est dans le voisinage. Quelle leçon vous tirez donc de ce voyage et de cette immersion dans cette immense ville chinoise, et pourquoi tous les Européens qui voyagent énormément dans le monde ne ressortent, et qui sont des consommateurs du tourisme effrénés, pourquoi ces Européens ne quittent pas ces pays dans lesquels ils voyagent avec les mêmes conclusions qu'il y a un autre qu'il a une façon de penser qui est autre? Alors déjà parce que les Européens justement voyagent, donc par 2 semaines, 3 semaines, et en 2-3 semaines vous n'avez pas l'occasion justement de sentir cette différence, 3 semaines, voilà, constitutive d'un mode de vie. Moi, j'ai en effet, comme vous le rappeliez, j'ai vécu et travaillé en Chine. Avant de partir en Chine, j'étais encore étudiant en relations internationales à l'Université de Montréal, et mon directeur de programme me disait, si vous voulez aller en Chine, n'allez pas sur la côte Est, c'est occidentalisé. Allez découvrir la vraie Chine, allez travailler dans la vraie Chine, donc essayez de trouver quelque chose. Voilà, et j'ai travaillé pour une ONG environnementale chinoise basée à Chengdu, dans la région du Sichuan, qui est la dernière région avant le Tibet. Et en effet, donc il y avait peu d'occidentaux à l'époque, mais je pense que ça reste quand même assez chinois en quelque sorte par rapport à Shanghai ou Pékin. Et en effet, j'ai été confronté à une altérité, à des Chinois qui par ailleurs voyageaient, lisaient, regardaient nos séries, regardaient nos films, avaient étudié en Occident, mais continuaient de garder une conscience nationale forte, voyant que leur spécificité rejaillissait sur un modèle politique qui offrait un certain nombre de résultats. Lorsque vous vivez en Chine, vous avez un développement économique évident, une classe moyenne évidente, des personnes âgées qui utilisent un smartphone. Je donne cet exemple parce que ça saute un petit peu aux yeux. Quand on parle de développement, on a l'impression que la Chine nous a largement depuis longtemps dépassés. Et puis en même temps, vous avez des caractéristiques très chinoises, une ambiance très collectiviste en quelque sorte. Vous citiez le fait que je vivais dans une famille chinoise et en effet on a dû m'enregistrer à l'entrée du quartier pour que tout le monde sache bien qui était ce nouvel arrivant. Et puis je donne un autre exemple, peut-être juste comme ça pour l'anecdote. Lorsque vous rentrez dans un bus en Chine, tout le monde a cette image de bus bondé, en effet c'est le cas, mais donc du coup vous ne pouvez passer votre carte dans la machine, vous la passez à votre voisin, qui le passe à son voisin, et à la fin la personne qui se situe la plus proche de la borne près du chauffeur passe toutes les cartes, et votre carte vous revient 5 minutes plus tard, il n'y a pas de vol, etc. Vous voyez, petite parenthèse, est-ce que ça c'est issu du collectivisme communiste, ou c'est quelque chose qui est dans la mentalité chinoise et dans le fonctionnement communautaire chinois? Je dirais que le communisme a fait corps sur un fonctionnement communautaire qui lui préexiste et qui est largement issu de la philosophie confucéenne, et je parle beaucoup du modèle chinois dans un de mes chapitres, et de l'importance du confucianisme sur lequel justement les communistes eux-mêmes sont revenus. C'est-à-dire qu'à l'époque de Mao, il était question de rompre avec l'héritage traditionnel chinois, et depuis Deng Xiaoping, et surtout à partir des années 80-90, il y a eu une réhabilitation de la civilisation confucéenne, à tel point que l'idéologie dominante est confuciano-marxiste, voire national-confucianiste, d'après un certain nombre de sinologues. D'accord. Alors c'était une parenthèse parce que vous vouliez poursuivre sur un peu cet aveuglement des Européens qui reviennent de ces pays, ou enfin en tout cas les leçons que vous avez tirées de ce séjour en Chine. C'est-à-dire que c'est compliqué lorsque vous avez vécu dans d'autres ères civilisationnelles avec un fonctionnement complètement différent, et que vous comprenez que ce fonctionnement différent est le produit lui-même d'une histoire particulière, de continuer à proclamer que nous avons des valeurs universelles. Il y a des principes universels, il y a des aspirations communes, quels que soient les peuples. L'aspiration à la sécurité, l'aspiration à la transcendance, l'aspiration aussi à la grandeur de sa nation, dit Raymond Aron. Mais cette manière de construire la prospérité de sa nation, d'asseoir la grandeur de sa nation, elle a différentes réponses. Elle fait face à différentes réponses en fonction de contextes culturels différents. Il y a des principes universels, mais les cultures, les identités filtrent ces principes, ces aspirations et les moyens d'assouvir ces aspirations. Je crois qu'il faut tout simplement en tenir compte. C'est-à-dire que moi, j'appelle à la fois l'Europe à s'affirmer en retrouvant une connexion avec sa longue histoire, et en même temps à s'ouvrir au reste du monde, parce que nous continuons de nous croire, comme je le disais tout à l'heure, comme étant une forme d'avant-garde, et je crois que ça nous dessert dans notre rapport aux autres peuples. Alors, sur un autre sujet, comment envisager une politique de puissance sans démographie ? Or, l'Europe s'enferme dans un hiver démographique.
On voit certains dirigeants vouloir y répondre. Vous évoquez la Pologne, mais on pourrait aussi parler de la politique qui trouve quelques fruits en Hongrie sur la démographie. À l'heure où l'Inde a dépassé la Chine avec une politique démographique très forte, quid de cette question et pourquoi est-elle tant ignorée de nos dirigeants européens ? Alors c'est en effet une question fondamentale. Il nous restera une minute. Oui, il restera une minute. C'est court pour cette question. Ce qui est intéressant, c'est que les Européens y répondent, mais par l'immigration. Or, vous avez eu une intervention, je vais vous répondre en utilisant cet exemple, de François Bayrou assez récemment, qui avait fait un rapport sur la natalité et qui était venu au Sénat le présenter, commissaire général au plan, et qui disait attention à ne pas recourir qu'à la variable migratoire parce que vous allez affaiblir l'harmonie sociale, la cohésion de la société. Or, ce manque d'harmonie, ce manque de cohésion rejaillit ensuite dans un second temps sur la natalité, puisque nous ne vivons plus dans une société transcendée par des valeurs communes, et cela mine notre confiance dans l'avenir. Donc l'Europe, si elle veut demain exister, devra en effet penser la question de la natalité autrement qu'à travers la variable migratoire. Merci beaucoup Max Erwan Gastineau d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ère de l'affirmation aux éditions du Cerf. Et merci à vous Jérôme Bénard d'avoir été avec nous ce matin également pour cet entretien. Vous êtes journaliste à Omerta Média.